Le renard à 9 queues. Cette légende est l'une des plus connues en Corée. D'ailleurs, de nombreuses représentations ont été faites à travers les médias. Mais c'est une légende que l'on retrouve également en Chine et au Japon. Si on en croit l'histoire, si un renard vit plus de 1000 ans, alors il devient un Gumiho. Grâce à ça, il obtient différents pouvoirs, dont celui de changer d'apparence. La créature prend alors la forme d'une femme très belle et se sert de sa beauté pour attirer des hommes et leur manger le foie et le cœur. Les Gumiho gardent toujours un trait qui permet de distinguer qu'ils ne sont pas réellement humains. Dans certaines versions de cette légende, il est dit que si un Gumiho arrive à se retenir à ne pas manger d'humains pendant 1000 jours, alors il en deviendra un à son tour. Les graines de sésame. Cette légende parle d'une lycéenne qui était obsédée par son apparence, car elle n'avait pas du tout confiance en elle. Elle était prête à tout pour essayer que sa peau soit jolie et sans imperfection. Un jour, une de ses camarades de classe lui a parlé d'une méthode qui était soi-disant très efficace et organique, et qui en plus lui laisserait une peau parfaitement lisse. C'était très simple. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de mettre plein de graines de sésame dans son bain et de rester dedans environ 2 heures. Elle est donc partie acheter ce dont elle avait besoin et a jeté le pot entier dans l'eau chaude qu'elle venait tout juste de faire couler. Des heures entières se sont écoulées et les parents de la fille ont finalement remarqué qu'elle n'était pas sortie de la salle de bain. La mère est allée frapper à la porte, mais sa fille lui a assuré que tout allait bien et qu'elle sortirait rapidement. Après être retournée frapper plusieurs fois sans résultat, elle a crocheté la serrure pour pouvoir voir ce que sa fille faisait. En ouvrant la porte, ce qu'elle a vu derrière l'a terrifiée. Sa fille pleurait et était assise dans un coin de la salle de bain, et sa peau était couverte de petits points étranges. En se rapprochant, elle a vite compris que les graines de sésame étaient coincées dans les pores de sa fille, qui essayait désespérément de les retirer un par un avec une pince à épiler. Les Cheonryukwishin. En Corée, il y a énormément de légendes concernant des fantômes de jeunes femmes qui seraient mortes avant de perdre leur virginité. Dévastées d'être mortes si jeunes et de ne pas avoir pu connaître les joies de la vie, elles entraient les humains pour se venger. On les trouverait plus souvent dans les hôpitaux, les toilettes, les cimetières et les endroits boisés. Mais à vrai dire, elles peuvent apparaître partout où elles veulent. Elles ont de longs cheveux noirs qui leur recouvrent le visage et portent en général des vêtements blancs, signe de pureté. Les gens sont en général alertés par leur présence, car un soudain changement de température se fait ressentir quand elles apparaissent. Et les personnes qui les rencontrent, s'ils ne perdent pas la vie, restent traumatisées par leur expérience. Une des histoires les plus connues est celle d'un homme qui habitait tout en haut d'un immeuble. Alors qu'il était tranquillement chez lui un soir, il a entendu frapper à sa porte. Il a trouvé ça bizarre, car il n'attendait personne. N'ayant pas de Judas, il a demandé qui c'était, et une voix féminine lui a dit de compter jusqu'à 100 en fermant les yeux, et que s'il ne le faisait pas, il allait mourir. L'homme a rapidement ouvert la porte, mais il n'a rien vu, et vu qu'il était très superstitieux, il a fermé les yeux, et a commencé à compter. Il est arrivé à 49, mais comme il ne se passait rien, il a décidé d'ouvrir les yeux. Et devant lui, il y avait le fantôme, dont il a réussi à s'échapper de justesse. L'œil. Vous connaissez peut-être déjà cette légende, car elle a inspiré un film, sorti en 2008. La légende est celle d'une jeune femme coréenne, aveugle d'un œil. Après une longue attente, elle a finalement reçu un coup de téléphone pour lui dire qu'elle allait pouvoir bénéficier d'une greffe de cornée, et que cette greffe allait lui faire retrouver la vue. Bien sûr, elle a directement accepté, et elle est rentrée à l'hôpital peu de temps après. L'opération a été un succès, et elle est sortie de l'hôpital quelques jours plus tard. Une semaine après la reprise de son travail, elle a soudainement arrêté d'y aller. Ses amis et ses parents ont essayé de la joindre à plusieurs reprises, mais sans succès. Ses parents inquiets ont décidé d'aller voir directement chez elle. Ils ont frappé encore et encore, mais il n'y avait aucune réponse. Ils ont appelé la police qui sont venus ouvrir la porte. Et ils ont découvert la femme couchée dans une flaque de son propre sang. Elle s'était donné la mort, et ses parents ne comprenaient pas pourquoi. Après tout, elle venait de faire une opération qui était censée lui changer la vie, et qui s'était déroulée parfaitement. Mais en cherchant dans l'appartement, la police a découvert que tous les miroirs avaient été cassés, et que toutes les surfaces réfléchissantes avaient été recouvertes. Quand ils ont trouvé son journal intime, dedans, il y avait quelque chose écrit de façon répétitive. Ça disait « Mon œil me fixe ». En continuant à lire, ils ont découvert qu'elle pensait que quelqu'un d'autre contrôlait son œil. Le tueur de l'ascenseur. D'après une légende, une jeune fille coréenne qui s'appelait Eunju fréquentait depuis quelque temps une université dans une grande ville coréenne.
Un soir, elle est rentrée chez elle très tard, car elle avait dû rester à la bibliothèque pour finir un projet urgent. Elle détestait vraiment rentrer seule le soir, car elle ne se sentait pas en sécurité. Mais heureusement, elle a atteint son immeuble sans problème. Arrivée dans le hall, elle a appelé l'ascenseur, et quand il est arrivé, elle est montée dedans et a appuyé sur le bouton du 14e étage, là où elle habitait. Au moment où la porte se refermait, un jeune homme les a retenus avec ses mains à la dernière minute. Puis, il est monté et s'est mis debout à côté d'elle. Il lui a ensuite demandé si elle habitait au 14e, et elle a timidement répondu que oui. L'homme a souri en lui disant qu'il habitait au 13e, et qu'ils étaient donc voisins. Ça a rassuré Eunju qui avait été un peu surprise par l'apparition soudaine de l'homme. Après ça, ils sont tous les deux restés silencieux, alors que les étages défilaient jusqu'à leur destination. L'ascenseur est enfin arrivé au 13e étage, et l'homme a dit au revoir à Eunju, qui lui a répondu avec un grand sourire. Mais alors que les portes allaient se refermer, l'homme a sorti un couteau de sa veste, et il lui a dit « Je t'attends en haut ». Après ça, il s'est mis à rigoler comme un fou, avant de se mettre à courir vers les escaliers. Eunju s'est mis à paniquer. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait plus descendre de l'ascenseur, et l'ascenseur n'avait pas de bouton d'arrêt. Quand les portes se sont enfin ouvertes à son étage, l'homme l'attendait déjà derrière. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé couvert de coups de couteau. Ce qui est particulièrement horrible dans cette histoire, ce n'est pas comment elle est morte, mais c'est bien la peur qu'elle a dû ressentir pendant les quelques secondes que ça a pris à l'ascenseur pour passer du 13e au 14e. La grand-mère de Hong Kong. Celle-ci était très populaire en Corée du Sud dans les années 80 à 90 et terrorisait les enfants qui en entendaient parler. D'après la légende, une grand-mère qui adorait son chat est partie rendre visite à son fils qui lui habitait à Hong Kong. La grand-mère qui n'arrivait pas à se séparer de son chat, même pour quelques jours, a décidé de partir avec. Malheureusement, son avion s'est crashé en route, ne laissant aucun survivant. Après ça, tourmentée par le fait d'avoir perdu la vie avant d'avoir vu son fils, l'esprit de la grand-mère aurait alors fusionné avec celui de son chat pour devenir un fantôme ignoble à l'apparence mi-humain mi-chat. Le fantôme s'attaquerait aux enfants qui rentreraient seuls de l'école le soir. D'après certains, elle essaierait même de faire sortir les enfants de chez eux, en criant leur prénom juste devant la fenêtre de leur chambre. Et si par malheur ils l'ouvrent, ils seront emportés par le fantôme de la grand-mère et ne seront plus jamais revus. Les Mulguishin. Ces fantômes coréens sont terrifiants. Leur nom veut littéralement dire fantôme d'eau. Comme vous vous en doutez, ils hantent les mers, les rivières et tous les points d'eau. Ils ont la peau pâle et leurs vêtements sont trempés car ce sont les fantômes de personnes noyées. Selon la légende, vu qu'ils sont morts seuls dans un lieu froid, ils attrapent soudainement les gens pas assez prudents qui passent près des points d'eau la nuit et les tirent vers le fond pour qu'ils puissent se noyer et connaître la même mort qu'eux. Il y a beaucoup d'autres légendes en rapport avec l'eau en Corée du Sud. D'ailleurs, voir un membre de sa famille décédé le corps à moitié dans l'eau est très mauvais signe. Si le membre de votre famille vous appelle en vous invitant dans l'eau, n'y allez surtout pas. Si vous y allez, cette personne vous prendra dans ses bras et volera votre âme pour prendre votre place dans le monde des mortels. 1-2. Cette légende parle de Sunny, une jeune lycéenne coréenne. Un soir, elle est restée étudier tard comme c'est très commun en Corée du Sud pour les élèves de son âge. Elle était en compagnie de quelques autres camarades de sa classe. Le groupe était dans la librairie, et le reste de l'école était plongé dans le noir. Après plusieurs minutes à réviser, Sunny a décidé d'aller aux toilettes. Elle a prévenu ses camarades, puis elle s'est engagée dans le couloir plongé dans le noir. Dans la librairie, ses amis ont commencé à entendre un frappement très faible. En écoutant plus, le bruit semblait venir de la fenêtre. Tout à coup, ils ont aperçu quelque chose derrière la vitre. C'était une femme pâle. Son visage était collé à la fenêtre et ses yeux étaient fermés. Et le bruit qu'ils entendaient, c'était elle, qui tapait sur la vitre avec son long doigt osseux. Ils étaient tous surpris de la voir et se demandaient pourquoi elle se trouvait là au beau milieu de la nuit. Mais la confusion s'est vite transformée en panique quand ses paupières se sont ouvertes et que les lycéens se sont rendus compte qu'elle n'avait pas d'yeux. Elle avait juste 2 trous béants et noirs à la place. La femme a ensuite levé son poing et a cassé la fenêtre qui la séparait des pauvres élèves terrifiés. Avant même qu'ils ne puissent réagir, toutes les lumières se sont éteintes d'un coup. Sunny, qui était en train de se laver les mains à ce moment-là, a été surprise par la coupure soudaine. Mais elle a juste fini ce qu'elle faisait, sans entendre les cris poussés par ses amis qui se trouvaient de l'autre côté du bâtiment. Sunny est sortie des toilettes et a marché jusqu'à la librairie. Après avoir poussé la porte de celle-ci, elle s'est arrêtée choquée.
Les corps de ses camarades étaient éparpillés un peu partout dans la grande pièce. La scène était tellement choquante qu'elle n'arrivait pas à crier. Et au moment où elle a voulu s'enfuir pour appeler les secours, elle a entendu un bruit dans le couloir juste derrière elle. Sans réfléchir, Sonny s'est jetée par terre à côté du corps d'une de ses copines. Et elle a fait semblant d'être morte. Couchée les yeux fermés sur le sol, elle a commencé à entendre une voix murmurer au loin. 1, 2. Elle a fermé les yeux, en priant pour que peu importe ce qui avait tué ses amis, ne la remarquerait pas et partirait sans lui faire du mal. 1, 2. La voix devenait de plus en plus forte, et était désormais dans la même pièce qu'elle. 1, 2. Sonny essayait de ne pas bouger, mais elle savait que la chose était derrière elle. Elle s'attendait au pire, mais soudainement, plus aucun bruit. Sonny n'a pas ouvert les yeux pour autant, et est restée plusieurs longues minutes sans bouger, juste pour être prudente. Après avoir écouté pour être sûre qu'elle n'entendait plus de mouvement ou de voix, elle a enfin eu le courage d'ouvrir les yeux. Et avec horreur, elle a vu la femme à la peau pâle penchée juste au-dessus d'elle. La dernière chose qu'elle a vue, c'est le doigt pointu de la dame, qui est venu lui crever les 2 yeux, en disant 1, 2. Les œufs de cafard. Une jeune femme qui s'appelait Ji-Eun s'est mise à avoir de violentes douleurs au ventre. Au début, elle n'était pas inquiète, car ça correspondait à sa période de menstruation. Mais plusieurs jours plus tard, la douleur qui était désormais insupportable l'a poussée à aller chez le docteur. Incapable de trouver la raison pour laquelle la jeune Ji-Eun souffrait autant, les médecins lui ont fait des examens plus poussés. Et là, ils ont découvert avec horreur qu'elle avait une vingtaine de larves au niveau du bas-ventre. Après les avoir enlevées et analysées, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de larves de cafard, provenant apparemment d'un tampon que la jeune fille avait ouvert, mais n'avait pas utilisé avant le matin suivant, laissant l'opportunité à un cafard d'y déposer ses œufs. Le papier toilette rouge et bleu. Cette légende très connue, car elle existe également au Japon, raconte qu'un fantôme très particulier peut être retrouvé dans les toilettes en Corée. Il sortirait sa main de la cuvette en demandant si vous voulez utiliser du papier toilette rouge ou du papier toilette bleu. Vous vous retrouvez alors forcé à répondre à la question, car si vous essayez de vous enfuir, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucun moyen d'ouvrir la porte des toilettes. Si vous choisissez le papier toilette rouge, le fantôme vous arrachera la peau et ne laissera derrière lui qu'un amas de chair vif et de sang. Si vous choisissez le papier toilette bleu, alors le fantôme vous étouffera avec, jusqu'à ce que le manque d'air vous rende bleu à votre tour. Si vous essayez de berner le fantôme et de répondre d'une autre couleur, alors ce dernier vous entraînera en enfer. Je sais que vous vous demandez s'il existe une façon de survivre. Et la réponse est oui, du moins, dans certaines versions de la légende. D'après ces versions, si vous ignorez le fantôme en ne répondant rien jusqu'à ce qu'il se lasse, ou si vous trouvez un autre moyen de sortir des toilettes, cela vous permettra de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Le Coucouman. Il y a plusieurs années, il y avait une rumeur qu'un homme attaquait des passants innocents dans la rue. La particularité de cet homme, c'est qu'avant d'attaquer ses victimes, il faisait le son « coucou ». Il a été aperçu plusieurs fois et aurait attaqué plusieurs dizaines de personnes, dont un groupe de jeunes écolières qui rentraient tranquillement chez elles et qui ont entendu le son distinctif que faisait l'homme. Il s'est ensuite jeté sur elles et a commencé à taper les jeunes filles terrorisées avec une batte de baseball. D'après la rumeur, la seule façon de ne pas se faire attaquer par cet homme horrible serait de faire le même son que lui pour le perturber, et de profiter de sa confusion, et s'échapper en courant le plus rapidement que possible. Le fantôme de Jayuro. Dans le nord de Séoul, il y a une autoroute qui relie Goyang et Paju. Cette autoroute s'appelle Jayuro. Jayuro est très connue des locaux, car cette autoroute est réputée pour son brouillard épais et fréquent, qui cause des accidents mortels plusieurs fois dans l'année. Mais certaines personnes qui ont survécu à des accidents graves racontent que la raison pour laquelle ils ont failli perdre la vie n'a rien à voir avec le brouillard. D'après eux, ils auraient tous vu une jeune femme sur le bord de la route qui semblait porter des lunettes de soleil. En se rapprochant, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des lunettes de soleil que la femme portait, mais que ses yeux avaient été arrachés et que c'étaient les trous de ses orbites vides qui donnaient l'impression qu'elle en portait. En voyant cela, les conducteurs ont perdu le contrôle de leur véhicule à cause de la peur et de l'effet de surprise. Mais ce n'est pas tout. Certaines personnes racontent avoir pris la jeune femme en stop, et que cette dernière les a amenés devant un cimetière, avant de disparaître mystérieusement. La statue de Yu Guan-sun. Yu Guan-sun est une martyre coréenne de 17 ans, qui a été arrêtée et emprisonnée pendant l'occupation du territoire coréen par les Japonais.
Elle protestait pour l'indépendance de son pays. Pour rendre honneur à son courage, de nombreuses statues d'elle peuvent être trouvées dans des parcs, devant des monuments publics et d'autres endroits stratégiques. Dans les universités et les écoles, par exemple, des portraits d'elle peuvent être trouvés accrochés au mur. De nombreuses légendes existent à propos de ces statues et de ces portraits. D'après l'une d'entre elles, le 1er mars, qui est le jour du mouvement d'indépendance du pays, la statue de la jeune fille prendrait vie et se promènerait en criant et chantant des slogans d'indépendance. D'après une autre de ces légendes, si vous vous mettez devant l'un de ces portraits en disant son nom, la jeune fille tournera alors la tête, pour vous regarder droit dans les yeux. Le chien au visage humain. Dans les années 70, il y a eu de nombreux témoignages parlant d'un chien au visage humain. La majorité des gens qui ont été témoins de cet événement racontent qu'ils marchaient tranquillement dans la rue la nuit et qu'ils ont entendu une voix se rapprocher derrière eux. En se retournant, au début, ils ne voyaient rien, car il faisait sombre. Mais soudainement, une fois que la voix était assez proche pour qu'ils soient sûrs de voir la personne, ils tombaient nez à nez avec un chien terrifiant. Car à la place de la tête normale d'un chien, on pouvait voir un visage d'homme qui essayait de leur parler dans une langue impossible à comprendre. D'après certains, il s'agirait d'un homme qui avait fait des choses horribles pendant sa vie précédente et qui aurait été réincarné en un chien difforme pour être puni. Maman est morte. D'après cette légende, un mari qui avait perdu sa femme tragiquement d'une maladie foudroyante était dévasté par sa mort. Il n'arrivait plus à dormir ni à manger et était d'autant plus triste qu'il avait un jeune fils qu'il allait devoir élever sans l'amour de sa mère. Même si son fils était jeune, l'homme était persuadé qu'il allait être encore plus dévasté que lui de la soudaine disparition de sa mère et qu'il allait être traumatisé par l'expérience. Il se demandait comment il allait faire pour consoler son fils alors que lui-même était inconsolable. Mais à sa grande surprise, il s'est rendu compte que son fils n'avait pas l'air d'être affecté par l'absence de sa mère et qu'il restait aussi souriant qu'il avait été auparavant, même le jour de l'enterrement de sa mère. Persuadé que son fils essayait d'être courageux car il voyait sa tristesse, l'homme a décidé de se ressaisir. Et les jours et les mois se sont écoulés. Et petit à petit, l'homme a retrouvé un peu de sa joie de vivre. Il a alors décidé de demander à son fils si sa mère ne lui manquait pas. Son fils l'a regardé perplexe, comme s'il ne comprenait pas vraiment la question. Et après un long silence et un sourire, il a répondu. « Mais papa, comment est-ce que maman peut me manquer alors qu'elle est toujours accrochée à ton dos ?» Les grattements. Cette histoire a été trouvée sur un forum où les gens partagent leur expérience avec le paranormal. D'après l'auteur du post, elle est partie vivre en Corée du Sud car son mari qui est militaire avait été déployé là-bas. Au début, tout se passait bien et elle s'adaptait très bien à sa nouvelle vie. Mais ensuite, elle a commencé à se sentir observée chez elle et cela la rendait mal à l'aise. Un soir, alors qu'elle était seule chez elle car son mari était au travail, elle a pris une douche et est partie se coucher après avoir passé un coup de fil à son mari. Elle dit s'être endormie aux alentours de minuit 30. Cela devait faire quelques heures qu'elle dormait quand elle a commencé à faire un rêve étrange et terrifiant. Dans le rêve, ou plutôt dans le cauchemar, elle était couchée sur le ventre et elle sentait quelque chose assis sur son dos. Et cette chose avait une poignée de ses cheveux dans chaque main. Elle s'est réveillée en sursaut et a constaté avec horreur que son corps ainsi que ses cheveux se trouvaient exactement dans la même position que dans son cauchemar. Comme si tout ce qu'elle avait vécu s'était réellement déroulé. Elle a rappelé son mari qui l'a rassurée, et elle a fini par se rendormir quelque temps après. Mais bizarrement, à peine endormie, elle a recommencé à faire le même cauchemar. Terrorisée, elle a décidé de ne plus se rendormir et attendre que son mari rentre au petit matin. Mais aux environs de 5 heures, elle s'est mise à entendre la voix grave d'un homme qui parlait en coréen. Déjà terrifiée et ne comprenant pas ce que l'homme disait, elle a essayé de se convaincre que tout se passait dans sa tête. Elle s'est contentée de rester dans sa chambre en attendant que tout cela s'arrête. Elle ne voulait pas déranger son mari encore une fois. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à entendre du bruit derrière la porte de sa chambre, suivi de grattements, comme si quelqu'un griffait la porte de ses doigts de plus en plus fort. Malgré la peur qu'elle ressentait, elle a pris son courage à deux mains et a couru allumer les lumières de sa chambre. Et là, tous les bruits se sont arrêtés. Elle a ouvert la porte de sa chambre et a constaté que l'appartement était sans dessus-dessous. Mais ce n'est pas ce qui l'a le plus choqué. Non, ce qui l'a le plus choqué, c'est qu'en rentrant à nouveau dans sa chambre, elle a vu que de longues et profondes marques de griffes se trouvaient dessus. Histoire 1. Kagome. L'histoire qui suit se veut réelle. D'après un jeune homme dont on ne connaît pas l'identité exacte,
Un de ses amis qui s'appelait Daisuke lui a raconté une histoire qui lui glace le sang depuis qu'il l'a entendue. Daisuke lui aurait raconté que lui et 6 de ses collègues étaient en train de conduire pour aller à un meeting et qu'ils étaient séparés dans 2 voitures. Daisuke conduisait une des 2 voitures et à son bord, il avait 3 autres passagers. Dans l'autre voiture qui était juste devant lui, il y avait leur manager, ainsi que 2 de leurs collègues qui étaient en couple. Même s'ils étaient partis très tôt le matin, ils s'étaient arrêtés fréquemment et avaient roulé un long moment. Alors que le soleil était en train de se coucher, ils ont commencé à rouler sur un pont suspendu. Le pont était extrêmement haut et reliait 2 routes montagneuses. Au moment même où ils l'ont emprunté, une pluie fine et un épais brouillard ont commencé à faire leur apparition. Ils étaient à peu près à la moitié du pont lorsque la voiture du manager s'est arrêtée brusquement devant Daisuke. Il a freiné aussi vite que possible et a réussi à s'arrêter à quelques mètres derrière l'autre voiture. Daisuke et les collègues qui étaient avec lui dans sa voiture ont commencé à se demander ce qui s'était passé pour qu'il freine soudainement de façon si imprudente. Ils ont attendu un instant pour voir s'il redémarrait, mais ça n'a pas été le cas. Alors, Daisuke a décidé d'aller voir ce qui se passait. Au moment où il allait ouvrir la portière, le couple qui se trouvait dans la première voiture à l'arrière en est soudainement sorti. L'expression qu'ils avaient sur le visage était déroutante. Effrayé, Daisuke a commencé à avancer vers eux pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient. Mais alors qu'ils n'étaient plus très loin d'eux, ils se sont attrapés les mains et ont commencé à courir vers la balustrade du pont avant de s'y jeter sans la moindre hésitation. Choqués par le spectacle horrible qu'ils venaient tous de voir, les occupants de la deuxième voiture se sont tous précipités vers la balustrade et ont regardé vers le fond, mais ils n'ont rien vu à cause du brouillard. Aucun d'entre eux n'arrivait à croire ce qui venait d'arriver, et ils sont tous restés debout, sonnés et choqués. Mais par la suite, ils se sont souvenus que le manager était toujours dans sa voiture, et ils ont couru pour voir s'il allait bien. Quand ils sont arrivés à côté de la porte du conducteur, ils ont vu que le manager était toujours assis à son siège, les mains crispées sur le volant. Ils ont ouvert la porte, mais le manager n'a même pas prêté attention à eux. Ce dernier continue à regarder droit devant lui en répétant la même phrase encore et encore. « Je dois pas y aller. Je dois pas y aller. » Impuissants, ils ont décidé d'appeler les secours qui sont arrivés rapidement. Le manager, toujours délirant, avait été immédiatement transporté à l'hôpital par les ambulanciers. Après de longues recherches, le couple a été retrouvé mort au pied du pont. La police a interrogé tout le monde, encore et encore. Mais vu qu'il n'y avait aucune preuve qu'ils avaient provoqué la mort du couple, ils ont conclu l'enquête, en disant que le couple avait certainement décidé au préalable de mettre fin à ses jours. Après quelques jours, Daisuke est parti rendre visite à son manager, qui bien heureusement avait retrouvé ses esprits. Il lui a alors demandé ce qui s'était passé ce jour-là, et pourquoi il avait arrêté sa voiture si soudainement. Le manager lui a répondu que tout était normal, jusqu'à ce qu'il voit surgir devant sa voiture une fille habillée d'un très vieux kimono. Et c'est à ce moment-là qu'il a freiné. La fille avait des cheveux courts, et on aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film historique japonais sur l'ère Meiji. Mais avant qu'il ne sorte pour aller voir si la fille allait bien, il a remarqué que sa voiture était encerclée par un groupe d'enfants tous habillés en kimono. Vu qu'il était très religieux, le manager s'est alors mis à chanter un mantra pour se protéger de la présence maléfique qu'il ressentait. À ce moment-là, les enfants se sont tous tenus les mains et ils ont commencé à chanter une chanson. Elle disait « Kagome, Kagome, l'oiseau dans la cage ». Et bizarrement, le manager s'est mis à entendre en simultané plusieurs voix d'enfants dans sa tête qui disaient « Viens avec nous ». Le manager a alors attrapé le volant et s'est mis à répéter la phrase « Je dois pas y aller, je dois pas y aller », encore et encore. Quelques secondes plus tard, le couple est sorti de la voiture et est allé rejoindre les enfants dans leur ronde. Et avec eux, ils se sont précipités vers la balustrade avant de sauter. Le manager a ensuite rajouté que bien sûr, la police n'avait pas cru à sa version et que lui-même ne savait pas s'il avait perdu la tête pendant un instant. Mais Daisuke, qui avait vu le couple sauter à sa perte, est resté convaincu que ce que le manager disait était la vérité. Histoire 2. Daruma-san. Le rituel du bain, aussi connu sous le nom de Daruma-san, est un vieux rituel qui permet d'invoquer un fantôme qui est censé apporter chance et richesse. Mais attention, tenter ce rituel peut résulter en des choses horribles, incluant la mort. Pour effectuer le rituel, vous aurez besoin d'une salle de bain avec une baignoire. Voici comment le pratiquer. À l'heure du coucher, retirez tous vos vêtements. Ensuite, dirigez-vous vers la salle de bain. Remplissez la baignoire et éteignez toutes vos lumières. Après ça, vous devez vous asseoir dans la baignoire, en faisant face au robinet. Fermez alors les yeux et commencez à vous laver les cheveux. Alors que vous vous lavez les cheveux, répétez encore et encore «
Daruma-san est tombé. N'arrêtez pas de dire ces mots avant d'avoir fini de vous laver les cheveux. Et surtout, gardez vos yeux parfaitement fermés. Pendant que vous aurez les yeux fermés, vous aurez des visions d'une femme japonaise debout dans une baignoire. Soudainement, elle glissera et tombera la tête la première contre le robinet rouillé qui lui rentrera dans l'œil et la tuera sur le cou. Ensuite, vous entendrez un son provenir de derrière vous. Ou alors, vous sentirez l'eau du bain bouger. Ne vous retournez pas et n'ouvrez toujours pas les yeux. Le fantôme finira par faire son apparition et vous sentirez sa présence émerger de la baignoire. À ce moment-là, demandez-lui à voix haute « Pourquoi es-tu tombé dans la baignoire ?» Même si vous n'entendez pas de réponse, n'ouvrez toujours pas les yeux. Patientez un instant avant de sortir de la baignoire, tout en gardant vos yeux fermés et en faisant attention à ce que le fantôme borgne ne vous fasse pas un croche-pied quand vous sortez de la baignoire. Très important, ne videz surtout pas l'eau du bain avant le matin suivant. Sortez de la salle de bain et fermez la porte derrière vous. Vous pouvez à présent ouvrir vos yeux, mais n'allumez cependant aucune lumière et allez directement vous coucher. Quand vous vous réveillerez le matin suivant, vous pourrez continuer la suite du rituel. Vous ressentirez probablement la présence du fantôme juste derrière vous. Mais quand vous vous retournerez, la femme ne sera pas là. Vous la sentirez de plus en plus proche au fur et à mesure du temps qui s'écoule, et votre but c'est qu'elle ne vous attrape pas. Si vous sentez que le fantôme devient trop proche, vous devez crier Tomare, qui veut dire stop en japonais. Puis vous devez courir loin d'elle aussi rapidement que possible. Il faut impérativement que vous terminiez le rituel avant minuit, si vous ne voulez pas qu'elle vous suive partout, et qu'elle apparaisse dans vos rêves pour vous tuer. Pour terminer le jeu, vous devez attendre qu'elle soit très proche de vous, juste assez pour que vous la voyiez du coin de l'œil. Et quand ce sera le cas, vous devez crier « Kita » tout en faisant un mouvement de bras du haut vers le bas. Le rituel se terminera alors, et vous ne sentirez plus la présence de la femme borgne. Comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous réussissez toutes ces étapes, vous obtiendrez chance et richesse. Mais attention, si vous ne respectez pas toutes les règles et les étapes du rituel à la lettre, Dieu seul sait ce que ce fantôme vous fera. Histoire 3. La cabine de surveillance. Cette dernière histoire a été postée sur le forum japonais 2chan et est donc racontée à la première personne. Mon lycée était ancien et il avait environ 120 ans. Il y avait eu tellement de rénovations sur les bâtiments que la disposition était vraiment étrange. Par exemple, même si c'était un bâtiment d'un étage, il y avait un escalier qui menait littéralement au plafond. Il y avait également des portes impossibles à ouvrir, encastrées dans le mur et simplement recouvertes de 2 planches en bois. Mais la chose que je trouvais la plus étrange, c'était ce que tout le monde dans mon école appelait la cabine de surveillance. J'habitais très loin de mon école, alors parfois, je restais dormir chez des amis qui n'habitaient pas très loin. Un jour, je n'avais réussi à trouver personne pour m'héberger. Alors, j'ai décidé de passer la nuit dans la cabine de surveillance. La cabine ressemblait à une maison de campagne japonaise habituelle. À l'intérieur, il y avait 3 pièces, dont 2 chambres et une petite cuisine. Et ce soir-là, j'ai découvert pourquoi cet endroit portait ce nom. Mon amie Aya, même si elle ne pouvait pas m'accueillir chez elle, avait décidé de passer la nuit avec moi dans la cabine. On était vraiment heureux et excités, car on avait l'impression de faire une soirée entre filles. On a rapidement étalé nos futons sur le sol, et après ça, on a discuté en mangeant notre dîner. Alors qu'on était au beau milieu d'une conversation, un téléphone s'est soudainement mis à sonner. On a toutes les 2 sursauté, car on ne savait même pas qu'il y en avait un là. Je me suis rapidement levée et j'ai décroché. À l'autre bout du fil, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'un gardien d'école, qui voulait s'assurer que tout se passait bien pour nous. Il m'a dit qu'il était inquiet qu'on soit toute seule là au beau milieu de la nuit, et il a insisté sur le fait qu'on devait faire très attention. Après l'avoir écouté longuement, j'ai essayé de raccrocher, mais il m'a dit « Ah, une dernière chose. Il faut à tout prix que tu gardes les rideaux de la fenêtre qui est à l'ouest fermés. » Bien sûr, je lui ai dit que ça allait être fait, et j'ai raccroché. Sur le coup, je n'avais pas vraiment porté attention à cette information, mais c'est vrai que c'était une demande assez bizarre. Après avoir raconté ce qu'il avait dit à Aya, on a décidé d'aller voir ce qui se cachait derrière la fenêtre. Et après avoir ouvert les rideaux, on a aperçu un puits étrange et sinistre entouré d'une corde, comme on pouvait le voir dans certains temples. C'était la première fois que l'on voyait ce puits, et en même temps, il était caché derrière la cabine et un des bâtiments de l'école. J'ai senti des frissons me parcourir le corps dès le moment où j'ai posé mes yeux dessus. J'en ai fait part à Aya, qui était totalement d'accord avec moi. On a décidé d'aller se coucher rapidement, et on a rapproché nos futons pour qu'ils soient très proches l'un de l'autre. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillée avec des sueurs froides. En regardant autour de moi, j'ai remarqué qu'Aya avait disparu. Vu que l'endroit où on était n'avait pas de salle de bain, je me suis dit qu'elle avait dû aller aux toilettes dans le bâtiment principal. Mais même après avoir attendu de longues minutes, j'ai remarqué qu'elle ne revenait pas. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai regardé à l'extérieur.
Mais encore une fois, elle n'était nulle part. Je me demandais où elle était passée. Et son absence étrange me rendait mal à l'aise. Je suis retournée à l'intérieur de la cabine et j'ai ouvert les rideaux de la fenêtre qui donnait sur l'ouest. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu Aya debout en sous-vêtements, juste à côté du vieux puits. Elle avait les mains autour de sa taille. Je me suis demandé si elle essayait de faire pipi dedans, et c'est là que j'ai remarqué qu'elle bougeait étrangement. J'ai plissé les yeux pour voir plus clair, et j'ai retenu un cri. Elle n'avait pas simplement les mains autour de sa taille. Elle essayait d'attacher la corde autour d'elle. Elle s'est ensuite agenouillée et a essayé d'attacher une grosse pierre à l'autre bout de la corde. J'avais si peur que j'étais totalement paralysée. Mais après ça, j'ai vu une main pâle sortir doucement du puits. Au début, la main bougeait comme si elle cherchait quelque chose. Et finalement, elle s'est arrêtée une fois qu'elle avait attrapé la corde. Aya ne bougeait toujours pas. Elle avait la tête penchée en avant, et je ne savais même pas comment elle tenait encore debout. La main a commencé à doucement tirer la corde, comme pour tirer mon ami plus proche d'elle. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. Cette chose essayait d'attirer mon ami dans le puits. Soudainement, j'ai entendu le son perçant du téléphone venir rompre le silence. Ça m'a secouée, et ça m'a fait sortir de ma stupeur. J'ai alors couru vers le puits pour rejoindre Aya. Je l'ai attrapée par le bras, et je l'ai tirée en direction de la cabine en criant son nom encore et encore. Une fois arrivée à l'intérieur, elle a repris conscience, et s'est mise à pleurer immédiatement. J'étais si soulagée que je me suis mise à pleurer à mon tour. J'ai voulu appeler à l'aide en attrapant le téléphone, mais c'est là que j'ai remarqué quelque chose de choquant. Le téléphone avait désormais l'air vieux et complètement hors service. Sans autre solution, on est restés collés l'une à l'autre, et on a attendu le lever du soleil la peur au ventre. On s'est enfui dès qu'on a pu. On n'a parlé de cette histoire à personne. Mais quelque temps après, on a découvert l'horrible histoire du puits et de la cabine. Quand mon école a ouvert ses portes 120 ans plus tôt, une vague de suicides a débuté. Les élèves se jetaient tout en bas du puits. L'école a essayé de condamner le puits sans succès, vu que toutes les personnes qui essayaient étaient retrouvées mortes à leur tour au fond. Finalement, l'école a décidé d'abandonner l'idée de condamner le puits, et ils ont pris la décision de rénover et d'étendre les bâtiments, de telle sorte à ce que le puits soit caché des élèves. Malgré ça, des gens venaient tout de même se donner la mort dedans. Ils ont alors construit la cabine de surveillance, dans laquelle un gardien d'école devait monter la garde. Cependant, il a lui aussi mis fin à ses jours. Toutes ces informations nous ont laissés avec des questions auxquelles nous n'avons toujours pas pu répondre. Si le téléphone était hors service, comment est-ce que quelqu'un avait pu nous appeler pour nous dire de ne pas ouvrir le rideau de la fenêtre qui se trouvait à l'ouest? Et puis, qui était cette personne qui nous avait appelés? Est-ce que c'était réellement le gardien d'école? Et si oui, comment avait-il pu faire s'il était déjà mort? Histoire 4. Hachichaku-sama. Mes grands-parents vivaient au Japon. Chaque été, mes parents m'emmenaient leur rendre visite pendant les grandes vacances. Ils vivaient dans un petit village et avaient un jardin gigantesque. J'adorais y jouer pendant l'été. Quand on arrivait, mes grands-parents nous accueillaient toujours les bras grands ouverts. J'étais leur seul petit enfant, alors ils me gâtaient vraiment. Malheureusement, l'été de mes 8 ans a été la dernière fois que je les ai vus. Comme d'habitude, mes parents avaient réservé un vol pour le Japon. Et une fois arrivés, nous avons conduit directement de l'aéroport jusqu'à chez mes grands-parents. Ils étaient heureux de me voir et avaient préparé plein de petits cadeaux pour moi. Mes parents voulaient aussi prendre du temps pour eux. Alors après quelques jours, ils sont partis en voyage dans une autre partie du Japon, me laissant avec mon grand-père et ma grand-mère. Un jour, je jouais dans le jardin. Mes grands-parents étaient à l'intérieur de la maison. C'était un jour d'été particulièrement chaud, et j'étais couchée dans l'herbe pour me reposer un peu. Je regardais les nuages, et je profitais des rayons de soleil et de la douce brise qui me caressait les joues. Alors que je m'apprêtais à me lever, j'ai entendu un bruit étrange. Je ne savais pas ce que c'était, et je n'arrivais pas à discerner l'endroit d'où ça venait. On aurait dit que quelqu'un faisait ce bruit avec sa bouche, en prononçant chaque po très distinctement. La voix semblait grave, sans être totalement masculine. J'ai regardé aux alentours pour trouver la source du bruit, quand j'ai soudainement vu quelque chose qui dépassait des haies qui étaient autour du jardin. C'était un chapeau. Le chapeau n'avait pas l'air sur les haies, mais juste derrière. Et c'est de là que provenait le son. Puis, le chapeau s'est mis à bouger, comme si quelqu'un était en train de le porter. Le chapeau s'est arrêté juste à l'endroit où il y avait une petite fente entre deux haies, et là, j'ai pu voir un visage apparaître. C'était une femme. Je ne comprenais pas comment c'était possible, car les haies faisaient bien plus de 2,50 m. J'étais surprise de la taille de cette femme, et je me suis demandé si elle portait des talons. Puis,
Quelques minutes plus tard, elle s'est simplement éloignée et l'étrange bruit a disparu avec elle. Plus fascinée qu'apeurée, je me suis levée et je suis rentrée dans la maison. Mes grands-parents étaient assis à la table de la cuisine et buvaient tranquillement leur thé. Je me suis assise à la table avec eux et après un moment, j'ai dit à mes grands-parents ce que j'avais vu. Ils n'avaient pas vraiment l'air intéressés jusqu'à ce que je mentionne le son distinctif. Elle faisait un bruit comme pow, pow, pow. Je n'ai rien eu le temps d'ajouter, car je les ai tous les deux vus se figer. Les yeux de ma grand-mère se sont écarquillés et elle a recouvert sa bouche de sa main. Le visage de mon grand-père est devenu très sérieux et il m'a attrapé fortement par le bras. C'est très important. A-t-il dit d'une voix profonde. Tu dois être très précise. Elle était grande comment? Elle dépassait les haies autour du jardin. Ai-je répondu en commençant à avoir peur. Mon grand-père a continué à me bombarder de questions. Où est-ce qu'elle se trouvait? Quand est-ce que c'est arrivé exactement? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as vue? J'ai répondu à toutes les questions du mieux que je pouvais. Ensuite, il a couru jusque dans l'entrée et a passé un coup de fil. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait. J'ai regardé ma grand-mère et j'ai vu qu'elle tremblait. Mon grand-père est rentré en trombe dans la cuisine et il s'est adressé à elle. Je dois aller quelque part rapidement. Tu restes ici avec elle et ne la lâche pas une seconde des yeux. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Ai-je commencé à pleurer. Il m'a regardé avec une immense tristesse dans les yeux et m'a dit « Tu as été marqué par Hachishaku-sama. » Après ça, il s'est précipité à l'extérieur. Il est monté dans son pick-up et a démarré en trombe. Je me suis tournée vers ma grand-mère et j'ai demandé avec prudence. « Mamie, c'est quoi ce truc? » « Ne t'inquiète pas. » A-t-elle répondu d'une voix tremblante. Ton grand-père va s'occuper de ça. Toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Alors qu'on était nerveusement assises à la table de la cuisine et qu'on attendait mon grand-père avec impatience, elle m'a expliqué ce qui était en train de se passer. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose de très dangereux qui hantait les environs et qu'il l'appelait Hachishaku-sama, ce qui voulait dire 8 pieds de haut. Elle a dit que cette chose prenait l'apparence d'une femme très grande et qu'on la reconnaissait à sa façon de répéter le son que j'avais entendu, d'une voix très grave, presque masculine. Son apparence pouvait différer légèrement selon la personne qui la voyait. Certains disaient qu'elle ressemblait à une vieille dame en kimono, et d'autres que c'était une jeune femme habillée toute blanc. Les seules choses qui ne changeaient pas, c'était sa taille et le bruit qu'elle faisait. Longtemps avant ça, elle aurait été capturée par des moines qui avaient réussi à la confiner dans des ruines, pas très loin du village. Ils l'auraient emprisonnée grâce à 4 petites statuettes religieuses qui s'appelaient des jizo. Ils les avaient ensuite placées à chaque point cardinaux, ce qui était censé la retenir. Mais apparemment, elle avait réussi à s'échapper. La dernière fois qu'elle était apparue, c'était il y a 15 ans. Ma grand-mère m'a dit que chaque personne qui voyait cette chose était destinée à mourir dans les jours suivants. J'avais vraiment très peur, et je ne savais pas quoi penser. Quand mon grand-père est revenu, il y avait une vieille femme avec lui. Elle s'est présentée en disant qu'elle s'appelait Shio. Et elle m'a tendu un petit morceau de parchemin en me disant de le garder sur moi et de ne jamais m'en séparer. Puis, elle est montée avec mon grand-père faire quelque chose à l'étage. Et encore une fois, je suis restée seule dans la cuisine avec ma grand-mère. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Alors ma grand-mère m'a suivie jusqu'à la salle de bain en m'interdisant de fermer la porte. Je commençais réellement à être pétrifiée par la peur. Après un long moment, mon grand-père et Shio m'ont fait monter à l'étage et m'ont emmenée jusqu'à ma chambre. Les fenêtres étaient recouvertes de papier journal et ce qui ressemblait à des runes anciennes avait été écrit dessus. Il y avait de petits bols remplis de sel aux 4 coins de la pièce et une statue de Bouddha placée au centre sur une boîte en bois. Il y avait aussi un seau bleu. Et à quoi sert le seau? C'est au cas où tu aies besoin d'aller aux toilettes. Shio m'a fait asseoir sur le lit et m'a dit que le soleil allait bientôt se coucher et que je devais l'écouter très attentivement. Elle a insisté sur le fait que je devais rester dans ma chambre jusqu'au petit matin et que je ne devais pas sortir de la chambre avant 7 heures pile. Elle m'a aussi dit que mon grand-père et ma grand-mère n'essaieraient pas de communiquer avec moi pendant ce temps-là. Puis, elle m'a dit que mes parents allaient être mis au courant de tout ce qui était en train de se passer. La façon dont elle parlait était si alarmante que tout ce que j'ai pu faire, c'était d'acquiescer. Tu dois suivre les instructions de Shio à la lettre. Ne lâche pas le bout de parchemin qu'elle t'a donné. Et si tu as trop peur, prie Bouddha. N'oublie surtout pas de fermer la porte à clé derrière nous. Ils sont sortis dans le couloir, et après leur avoir dit au revoir, j'ai fermé la porte à clé. J'ai allumé la télé mais j'étais trop nerveuse, et fixer l'écran me donnait la nausée. Ma grand-mère m'avait laissé quelques petits trucs à manger, mais je n'avais pas faim. J'avais l'impression d'être dans une espèce de prison, et en plus d'avoir peur, ça me déprimait. J'ai fini par me coucher sur mon lit, et j'ai attendu. Avant même que je m'en rende compte, je m'étais endormie. Je me suis réveillée un tout petit peu après 1 heure du matin, et c'était à cause du bruit que j'avais entendu sur la fenêtre. Mon sang n'a fait qu'un tour,
et mon cœur a commencé à battre à toute vitesse. J'ai essayé de me calmer, en me disant que c'était juste le vent qui devait taper sur les branches contre la vitre. J'ai rallumé la télé, et j'ai mis le volume à fond pour couvrir le bruit. Après un instant, je n'ai plus rien entendu. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mon grand-père. Est-ce que tout va bien là-dedans? Si tu as peur, tu n'es pas obligée de rester toute seule dans cette pièce. Je peux rentrer et te tenir compagnie. J'ai souri, et j'ai couru pour ouvrir la porte. Mais alors que j'étais à mi-chemin, je me suis arrêtée soudainement. J'ai eu la chair de poule. J'avais l'impression que c'était mon grand-père, mais quelque chose était différent. Je ne savais pas quoi exactement, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux ouvrir la porte maintenant? Dépêche-toi. J'ai regardé à ma gauche et j'ai eu des frissons. Le sel qui se trouvait dans le bol était en train de devenir tout noir. Je me suis éloignée de la porte. Je tremblais de la tête aux pieds. Je me suis mise à genoux devant la statue de Bouddha et j'ai serré le morceau de parchemin aussi fort que possible dans ma main. J'ai commencé à prier de toutes mes forces pour qu'il me sauve de cette chose. Puis, j'ai entendu l'horrible son provenir de la porte. Les frappements sur la vitre ont repris de plus belle. J'étais submergée par la peur et j'ai passé le reste de la nuit à sangloter au pied de la statue. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter. Mais heureusement pour moi, le soleil a fini par se lever. Le sel qui se trouvait dans les 4 bols était aussi noir que du charbon. J'ai regardé ma montre, il était 7h30 du matin. J'ai prudemment ouvert la porte et j'ai vu que ma grand-mère et Chio m'attendaient juste derrière. Je suis tellement heureuse que tu sois toujours en vie. Je suis descendue et j'étais surprise de voir que mon père et ma mère étaient assis dans la cuisine. Mon grand-père est apparu et a dit « Dépêchez-vous, on doit y aller. » Nous avons avancé jusqu'à la porte d'entrée et j'ai vu qu'il y avait un gros van qui attendait dans l'allée. Plusieurs hommes du village étaient debout tout autour. Le van comprenait 10 sièges et ils m'ont mis assise au milieu, entourée de 8 hommes. Chio était celle qui conduisait. L'homme sur ma gauche m'a dit qu'il savait que je devais être inquiète et que tout ce que j'avais à faire c'était de garder la tête baissée et de fermer les yeux. Il m'a dit qu'eux ne pouvaient pas la voir, mais que moi si. Mon grand-père était au volant d'une voiture juste devant le van. Mon père, quant à lui, était également en voiture mais juste derrière. Une fois que tout était prêt, notre petit convoi a démarré. On allait assez lentement, peut-être à 20 ou 30 km/h. Après un moment, Chio a dit que le pire restait à venir, et elle a commencé à murmurer des prières. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de nouveau. Comme je l'ai fait le soir précédent, j'ai serré fort le parchemin dans ma main. J'ai gardé la tête baissée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à l'extérieur. J'ai vu ce qui semblait être une longue robe blanche voler au vent. Elle bougeait aussi vite que le van. C'était elle. Hachishaku-sama. Elle était à l'extérieur, et elle n'avait pas l'air d'avoir de problème pour nous suivre. Puis, soudainement, elle s'est baissée à regarder à l'intérieur du van. Non! Ai-je crié. L'homme derrière moi m'a ordonné de garder les yeux fermés. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fermé les yeux aussi fort que possible. Mais là, les frappements ont commencé sur la vitre de la voiture. Puis, la voix s'est fait entendre encore plus fort. On entendait les frappements sur toutes les vitres autour de nous. Les hommes dans le van avaient l'air surpris. Ils murmuraient nerveusement. Ils ne pouvaient peut-être pas voir la chose ni entendre sa voix, mais ils avaient l'air d'entendre très clairement les frappements sur les fenêtres. Chio s'est mise à prier de plus en plus fort. La tension à l'intérieur du van était insupportable. Après un moment, les frappements se sont arrêtés, et la voix a disparu. Chio s'est retournée et nous a dit qu'elle pensait qu'on était en sécurité maintenant. Tous les hommes autour de moi ont soupiré de soulagement. Le van s'est arrêté au bord de la route, et les hommes en sont descendus. Ils m'ont mis dans la voiture de mon père. Ma mère m'a alors attrapée, des larmes coulant le long de ses joues. Mon grand-père et mon père ont salué les hommes, et ils sont tous repartis dans la direction opposée de la nôtre. Chio est venue me voir, et m'a demandé de lui montrer le parchemin que j'avais dans la main. Quand elle l'a ouvert, j'ai remarqué qu'il était devenu complètement noir, tout comme le sel au coin de ma chambre. Elle m'a dit que normalement tout allait bien se passer, mais elle m'a tendu un nouveau parchemin juste au cas où. Après ça, nous sommes allés directement à l'aéroport, et mon grand-père s'est assuré que l'on soit monté dans l'avion en toute sécurité. Mes parents n'ont semblé soulagés qu'après le décollage, et mon père m'a dit qu'il avait déjà entendu parler d'Hachishaku-sama, car des années auparavant, un de ses amis avait eu la même expérience que moi, et avait disparu sans laisser de traces. Il a ensuite dit qu'il y avait d'autres personnes qui, comme moi, avaient survécu, mais qu'ils avaient tous quitté le Japon et s'étaient installés dans des pays étrangers, sans jamais pouvoir revenir dans leur pays natal. Apparemment, elles choisissaient toujours des enfants, certainement à cause de leur naïveté et du fait qu'il était plus facile de les manipuler. Il m'a dit que les hommes qui se trouvaient dans le van faisaient tous partie de ma famille et qu'ils avaient été placés tout autour de moi pour essayer de perturber la créature. Il a rajouté que ça avait pris du temps de tous les rassembler et que c'était pour ça que j'avais dû passer la nuit enfermée dans ma chambre. D'après lui, la créature avait certainement été libérée après qu'une des statuettes ait été cassée. J'étais complètement traumatisée. Et j'étais contente de finalement retourner chez moi. Tout cela s'est passé il y a plus de 10 ans. Depuis, comme je vous l'ai dit,
Je n'ai jamais pu revoir mes grands-parents, ni même retourner au Japon. J'essayais quand même de les appeler toutes les 2 à 3 semaines pour leur parler un petit peu. Au fur et à mesure des années, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste une légende urbaine, et que tout ce qui s'était passé était simplement le côté superstitieux de ma famille. Mais il n'y a pas longtemps, quelque chose de vraiment perturbant s'est passé. Mon grand-père est mort il y a 2 ans. Même s'il était malade, il n'a jamais voulu que je vienne lui rendre visite. Il a laissé des instructions strictes dans son testament, disant que je ne devais en aucun cas participer à son enterrement. J'étais vraiment triste. Mais ce n'est pas ça le plus bizarre. Ma grand-mère m'a appelé il y a quelques jours de cela, et m'a annoncé qu'elle avait été diagnostiquée d'un cancer. Elle m'a dit que je lui manquais terriblement, et qu'elle voulait me voir une dernière fois. Est-ce que tu es sûre, mamie? Ce n'est plus dangereux? Ça fait déjà 10 ans. Tout cela s'est déroulé il y a bien longtemps. Ce n'est plus important. Et maintenant tu as grandi. Je suis sûre que ça ne posera pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passera si cette chose me retrouve? Pendant un instant, il n'y a eu aucun bruit de l'autre côté de la ligne. Puis, j'ai entendu une voix grave s'élever du combiné. Po, 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 po. Histoire 5. Futakuchi Onna. Si je vous fais cet enregistrement, c'est que je pense que mon expérience pourra aider certains. Même si je dois l'avouer, mon histoire n'est pas commune, et je doute que les événements que je vais vous raconter soient très courants. Je suppose aussi que très peu de gens prendront cette histoire au sérieux. Mais au moins, j'aurai la conscience tranquille, et je pourrai me regarder dans une glace, sans regretter de ne pas avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver des innocents. J'imagine que pour que les choses soient claires, je devrais tout vous raconter depuis le début. Depuis le moment où j'ai fait connaissance avec Emiko. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était devant le pas de ma porte. Quelques jours plus tôt, j'avais posté une petite annonce sur Craigslist pour trouver une colocataire. Je n'aimais pas particulièrement partager mon espace de vie, mais on ne va pas se mentir. Quand on est étudiante et qu'on ne vient pas d'une famille qui peut nous aider à assumer les frais de la vie quotidienne, tous les moyens de se faire et d'économiser de l'argent sont les bienvenus. Et en plus, l'appartement que j'avais trouvé et que je partageais avant ça avec mon petit ami était spacieux. Il était situé au beau milieu de Paris, proche des transports et de beaucoup de commerces. Peu de temps après avoir posté l'annonce, j'avais reçu des tonnes de messages, tellement que ma boîte email en était presque saturée. Pour être honnête, je ne comptais bien sûr pas tous les ouvrir, car ça m'aurait pris des heures, voire des jours si je devais étudier les candidatures de tout le monde. Alors au début, j'ai décidé d'adopter la règle du premier arrivé, premier servi. Mais malheureusement pour moi, cette technique ne faisait pas vraiment ses preuves. Je ne sais pas si c'était la précipitation devant l'offre alléchante que je faisais, ou juste un manque d'effort, mais la plupart des emails se résumaient en 2 simples. « Bonjour, je viens de voir votre annonce sur Craigslist et je suis intéressée. À bientôt ?» Aucun ne sortait du lot. J'ai rapidement été agacée par la déception que j'éprouvais à chaque nouvel email, qui ressemblait presque mot pour mot aux autres. Je me suis donc levée pour aller chercher une boisson et des gâteaux pour me rafraîchir et me donner le courage de continuer la tâche ennuyante que j'étais en train de faire. Et en me rasseyant devant mon PC portable, prête à essayer de trouver ma perle rare, j'ai remarqué qu'un email venait tout juste d'arriver. En le voyant, j'ai immédiatement été intriguée. Premièrement, par l'adresse que je n'avais jamais encore vue. emiko.shibata@asainet.jp. L'adresse n'était visiblement pas française. Mais en plus, le nom de la personne m'a directement fait savoir qu'il s'agissait d'une femme japonaise. Et il ne m'en a pas fallu plus pour me donner envie d'ouvrir l'email. Vous voyez, depuis petite, j'ai toujours adoré le Japon. L'histoire, la culture et la gastronomie japonaise avaient toujours été très intéressantes pour moi. J'avais même appris quelques mots de japonais l'année d'avant, car je souhaitais aller visiter le pays que j'adorais tant, sans pour autant y avoir mis une seule fois les pieds. J'ai donc cliqué sur l'email, un petit sourire aux lèvres, en croisant les doigts pour découvrir ce qui m'attendait dedans. Et pour le coup, je n'ai vraiment pas été déçue. Le mail que j'avais devant les yeux était long et espacé. Et dedans, Emiko avait pris soin de m'en dire plus sur elle, sur la raison pour laquelle elle était en France, et surtout, pourquoi elle serait la candidate parfaite pour devenir ma colocataire. J'avais donc appris qu'elle était plus âgée que moi. Elle avait 26 ans, et elle venait d'arriver à Paris pour poursuivre ses études universitaires. Elle avait choisi d'étudier l'art, et pour elle, rien ne représentait plus cela que la France. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle avait autant l'air d'idéaliser notre pays que moi j'idéalisais le sien. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle avait mis des photos d'elle, qu'elle avait prises pendant des séjours dans différentes régions du Japon. En la voyant,
J'étais vraiment impressionnée par sa beauté. Elle semblait assez grande, ses yeux et son sourire étaient très beaux, et elle avait l'air vraiment gentille. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était ses cheveux. Je les trouvais magnifiques. Ils étaient noirs et épais, et ils lui descendaient jusqu'en bas des fesses. Sur une des photos qu'elle avait envoyées, elle se trouvait au beau milieu d'une forêt, et la couleur des arbres et des feuilles en suspension autour d'elle montrait clairement que c'était l'automne. Ses cheveux, eux, avaient l'air de voler au gré du vent de façon si gracieuse qu'ils semblaient presque avoir leur propre volonté. J'étais vraiment conquise par sa candidature, et je n'avais qu'une seule hâte, c'était de pouvoir en découvrir encore plus sur elle, et qui sait, devenir amies, et pouvoir partager nos connaissances sur nos pays respectifs. Je lui ai donc renvoyé un email en lui proposant un rendez-vous pour qu'elle puisse venir visiter mon appartement. Et à mon grand bonheur, elle a directement accepté. En ouvrant ma porte le jour du rendez-vous, j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'elle avait l'air encore plus gentille que sur les photos, et plus belle aussi. Je l'ai accueillie avec un grand sourire et nous avons directement commencé à parler. On aurait dit que ce n'était pas la première fois qu'on se voyait. Elle parlait presque parfaitement le français, et son léger accent ne faisait qu'ajouter à son charme. Ensuite, je lui ai fait faire la visite de l'appartement, et elle a adoré. Et c'est comme ça qu'Emiko et moi, nous sommes devenus colocataires. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'on habite dans le même appartement, et comme je l'avais soupçonné, notre amitié n'a fait que grandir pendant ce laps de temps. Emiko était vraiment facile à vivre. Elle faisait sa part des tâches ménagères, elle était discrète, et en plus, ça ne la dérangeait pas du tout de passer des heures à me parler de l'endroit d'où elle venait. Une petite ville japonaise de la région de Nagano. Mais ce que j'adorais le plus, c'était les petits plats qu'elle nous préparait chaque jour. Elle adorait cuisiner, mais bizarrement, elle mangeait très peu. Je la taquinais souvent en lui disant que son appétit était aussi petit que sa bouche. Loin d'être sans humour, elle rigolait de bon cœur et me répondait toujours que si on suivait ma logique, ma grande bouche était sûrement la raison de mon appétit démesuré. En vous disant tout cela, vous devez sûrement vous demander comment tous ces événements ont un quelconque rapport avec ce que je vous ai dit au début. Eh bien, une fois que vous aurez entendu la suite de mon histoire, toutes les pièces du puzzle se mettront en place dans votre tête. Car malgré toutes ses qualités, Emiko avait une particularité qui m'intriguait. Elle n'arrivait pas à garder une relation amoureuse stable, et environ toutes les 2 semaines, je la voyais ramener à la maison un homme différent. Ce qui était encore plus intriguant, c'est qu'elle avait toujours l'air de se sentir bien avec eux, et eux semblaient complètement fous amoureux d'elle. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi subitement, je ne les voyais plus revenir chez nous. Au début, je demandais directement à Emiko de leurs nouvelles, mais elle me répondait toujours la même chose, que ça n'avait simplement pas fonctionné entre eux. J'ai fini par arrêter de lui poser des questions, pour ne pas la rendre mal à l'aise. Très peu de temps après, j'ai découvert la raison exacte pour laquelle ses copains ne faisaient jamais long feu. Tout s'est déroulé pendant les vacances de Noël. Comme à mon habitude, j'avais décidé de partir en Alsace pour fêter les fêtes avec ma famille. J'ai donc prévenu Emiko que j'allais m'absenter pendant une dizaine de jours. Elle m'a semblé triste de me voir partir, mais elle m'a dit en rigolant qu'au moins, elle allait pouvoir avoir l'appartement juste pour elle et que ça lui permettrait de pouvoir mettre de la musique classique à fond dans toute la maison pendant qu'elle peindrait ses toiles en petites culottes. Je suis partie et j'ai passé un bon moment avec ma famille. Mais pendant tout le séjour, je me suis sentie un peu coupable de laisser Emiko seule pour les fêtes, alors qu'elle n'avait que moi comme amie. Alors, j'ai décidé de lui faire une surprise. Et je suis rentrée à la maison l'après-midi du 31 décembre, juste à temps pour le réveillon. Lorsque j'ai passé la porte, j'ai crié son nom. Mais elle n'était pas là. Elle était sûrement allée faire quelques courses pour se faire un bon repas pour le réveillon. En entrant dans le salon, j'ai vu qu'Emiko avait tenu sa promesse, car elle avait placé ses nouvelles toiles un peu partout dans le salon. Elles étaient magnifiques. J'ai souri en les regardant, puis je suis allée déposer mes affaires dans ma chambre. Et alors que j'avais presque fini de tout déballer, j'ai entendu le bruit de l'ascenseur qui s'arrêtait au niveau de notre palier. Sans réfléchir, l'idée de faire peur à Emiko m'a traversé l'esprit, et je me suis précipitée directement dans sa chambre avant de me cacher sous son lit pour un effet de surprise maximal. Je l'ai entendu déverrouiller la porte, l'ouvrir et rentrer puis refermer la porte derrière elle. Je savais qu'elle avait ensuite l'habitude de poser son manteau dans sa chambre, et que ça allait être le moment parfait pour moi de sortir de ma cachette. Mais alors que je m'apprêtais à bondir dans dessous le lit, dans le miroir à pied qui se trouvait juste à côté du lit et qui donnait sur la porte, j'ai vu Emiko rentrer dans sa chambre, mais accompagnée d'un garçon, avant de se mettre à l'embrasser fougueusement. C'était Eric, le garçon avec qui Emiko s'était mise à sortir juste avant que je ne parte voir ma famille.
En voyant ça, je me suis directement figée. Je ne savais plus quoi faire. Je m'imaginais mal sortir d'en dessous du lit à ce moment précis, car j'avais peur qu'il me prenne pour une folle. Mais je me voyais encore moins bien rester cachée alors qu'il ne faisait je ne sais quoi, car là, il m'aurait pris pour une perverse. Alors que des milliers de scénarios se battaient dans mon esprit, j'ai continué à jeter des petits coups d'œil dans le miroir pour voir s'il y avait une chance pour moi de sortir de la chambre discrètement, sans qu'il ne me voie. Malheureusement pour moi, il n'y en avait pas. Il fallait que je prenne mon courage à deux mains et que j'assume ma tentative puérile de faire peur à Emiko, même si ça voulait dire avoir honte devant elle et son copain. En essayant de rassembler le courage nécessaire pour me sortir de là, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le miroir et j'ai remarqué quelque chose que je n'ai pas directement compris. Emiko et Eric étaient toujours en train de s'embrasser. Son copain avait les mains posées sur ses hanches alors qu'elle avait ses bras autour de son cou. Elle était dos au miroir. Mais bizarrement, les cheveux d'Emiko bougeaient de façon étrange, comme si quelqu'un était en train de passer les mains dedans pour les coiffer. Plus qu'intriguée, je ne comprenais pas comment c'était possible, vu qu'ils avaient tous les deux les mains occupées. J'ai continué à regarder dans le miroir en plissant les yeux, et j'ai failli pousser un cri d'horreur en découvrant ce qui se passait avec ses cheveux. Ils étaient bel et bien en train de bouger tout seuls, et alors qu'ils continuaient à se séparer en deux, de chaque côté de ses épaules, ils ont laissé apparaître une bouche, au niveau de son cuir chevelu. Une énorme bouche, remplie de dents pointues et acérées. Et à l'intérieur, il y avait une langue longue et fine. Pétrifiée par ce que j'étais en train de voir, je n'ai pas non plus bougé quand ses cheveux se sont enroulés autour du cou du copain d'Emiko, mais aussi de ses bras, avant de se resserrer. Le pauvre garçon n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, alors que les cheveux d'Emiko continuaient à l'étrangler de plus en plus, et à le retenir. Vu que lui faisait face au miroir, j'ai pu voir son expression choquée, et la vie s'échappait de ses yeux. J'ai mis ma main sur ma bouche pour ne pas risquer de me faire remarquer à cause de mes sanglots, mais de toutes les façons, ce que j'ai vu ensuite m'a tellement horrifiée que je ne sais même pas si j'aurais été capable de faire le moindre son. Les cheveux d'Emiko ont alors soulevé le corps d'Eric, et la bouche qu'elle avait derrière la tête s'est ouverte en tellement grand qu'on aurait dit que quelqu'un venait de donner un énorme coup de hache à Emiko, lui fendant le crâne en deux. Les cheveux ont ensuite déposé lentement la tête, puis les épaules d'Eric dans la bouche, et ainsi de suite, jusqu'à ce que son cadavre ne disparaisse entièrement. Après ça, la bouche s'est soudainement refermée, et les cheveux d'Emiko se sont remis en place, ne laissant aucun soupçon de l'horreur qu'ils cachaient. Je suis restée immobile, choquée, mais aussi terrifiée de subir le même sort si j'étais découverte. J'ai ensuite vu Emiko se retourner les larmes aux yeux, avant de sortir de la chambre et de refermer la porte derrière elle. Par précaution, je suis restée cachée sous le lit en espérant du plus profond de mon cœur qu'elle ne rentre pas dans ma chambre et qu'elle ne découvre pas que j'étais revenue de mon voyage. J'ai attendu pendant des minutes qui m'ont semblé des heures, le cœur battant, et les images horribles de la mort d'Eric se répétant en boucle dans ma tête. Après un long moment, j'ai eu le soulagement d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Emiko n'était plus dans l'appartement. Je suis sortie à toute vitesse de sa chambre et j'ai couru dans la salle de bain pour me passer un peu d'eau sur le visage. Je savais qu'elle pouvait rentrer à tout moment et que j'allais devoir faire comme si de rien n'était. Après avoir repris mes esprits, je suis donc retournée dans le salon et j'ai attendu son retour, comme si tout allait bien. Même si je n'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir et de ne jamais revenir. Quand elle est rentrée quelques instants après, elle avait l'air vraiment heureuse de me revoir et elle m'a demandé plusieurs fois à quelle heure j'étais revenue. Bien sûr, j'ai menti et je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à tenir jusqu'à minuit avant de prétexter être fatiguée et partir dans ma chambre. J'ai passé la nuit à chercher sur internet si quelqu'un avait déjà eu la même expérience que moi. Et je crois savoir ce qu'est Emiko. D'après les nombreuses recherches que j'ai faites, Emiko serait une Futakuchi Onna. Sur un des sites, il y avait une description parfaite de ce que c'était. Il y avait écrit « Une Futakuchi Onna est un yokai, une créature provenant du folklore japonais. Elle se présente sous la forme d'une jeune femme jolie, à l'allure relativement banale. À un détail près, celle-ci possède 2 bouches. L'une se trouve au bas de son visage, comme la plupart des humains. L'autre en revanche se trouve derrière sa tête, cachée par sa longue chevelure noire. Cette seconde bouche semble être maléfique et dotée de mauvaises intentions. Celle-ci étant fortement vorace et quémandant de quoi manger en permanence, elle possède un appétit d'ogre, contrairement à la jeune femme affligée par cette condition. Selon les légendes, la jeune femme déjà tourmentée par cette malformation se voit harcelée et menacée par cette bouche surnaturelle,
notamment lorsque cette dernière estime ne pas avoir assez mangé. Il est également dit que la bouche serait capable de pousser des cris stridents et de causer des blessures à sa propriétaire afin de la faire réagir. Beaucoup représentent les mèches de cheveux de la jeune femme comme étant de longs serpents noirs ou des tentacules capables d'apporter elle-même le repas jusqu'à sa bouche, lui permettant ainsi de se nourrir comme et quand bon lui semble. En lisant ça, j'ai repensé au fait qu'Emiko avait les larmes aux yeux après que sa deuxième bouche ait mangé Eric. Tout devenait clair. Emiko devait trouver de quoi manger à la monstruosité qui se trouvait derrière sa tête si elle ne voulait pas se faire persécuter par celle-ci. Quand j'ai compris ça, plus que de la peur, c'est de la tristesse que j'ai éprouvée envers Emiko. Je comprenais parfaitement pourquoi elle faisait en sorte d'être aussi gentille et adorable. Elle devait essayer de se rattraper pour les horribles choses qu'elle devait faire pour le monstre qui habitait son corps. Et moralement, je ne me sentais pas de l'abandonner et de la laisser seule. J'étais sa seule amie et je l'adorais. Et puis après tout, si elle avait voulu me faire du mal, elle l'aurait fait depuis bien longtemps. En plus, elle semblait ne s'attaquer qu'aux hommes, même si à vrai dire, je ne savais pas si c'était uniquement le cas. En tout cas, maintenant je ne m'inquiète pas trop pour moi, mais pour vous. Alors écoutez bien. Si vous croisez une magnifique jeune femme japonaise aux cheveux longs et épais, qui n'a pas beaucoup d'appétit, et qu'elle vous propose de venir chez elle, je vous conseille de répondre non, juste par précaution. Car malheureusement pour vous, vous ne remarquerez pas avant qu'il soit trop tard qu'il s'agit d'une Futakuchi Onna. Les Tianak. Les Tianak sont des créatures atroces. D'après cette légende, ce sont des bébés qui sont malheureusement morts avant d'avoir été baptisés. Vu qu'ils n'ont pas reçu de bénédiction, ils ne peuvent pas accéder au paradis et finissent par tomber dans un endroit qui s'appelle le limbo. C'est l'endroit où se trouvent les personnes qui n'ont pas été baptisées de leur vivant. Ils deviennent alors des âmes maléfiques et retournent sur Terre sous la forme de gobelins hideux qui mangent leurs victimes. Les Tianak peuvent aussi être des enfants issus d'un mariage entre une femme et un démon. Certains Tianak s'attaquent directement à leur mère, comme pour se venger du sort qu'ils sont en train de vivre. La majorité de ces créatures sont trouvées dans des forêts. Ils attirent leurs victimes en prenant l'apparence d'un mignon petit bébé, et ils pleurent jusqu'à ce que quelqu'un les entende, et tombent dans leur piège horrible. À ce moment-là, les Tianak reprennent leur forme normale, avant de dévorer leur proie. Les Mamba Barang. Les Mamba Barang sont l'une des différentes espèces de sorcières que l'on trouve aux Philippines. Ce sont des êtres normaux qui ont décidé d'utiliser la magie pour avoir des pouvoirs. Elles s'attaquent à leurs victimes en remplissant leur corps de milliers d'insectes. Le plus souvent, des scarabées et des vers. Pour ça, elles s'emparent d'une mèche de cheveux de leur victime et l'attachent au corps de l'insecte de leur choix. L'insecte leur sert alors de repère. Elles commencent ensuite des incantations et donnent des instructions aux insectes. Dès que le rituel est terminé, l'effet devient immédiat. Les Mamba Barang gardent leurs scarabées dans des pots en verre ou dans des bouts de bambou. Et elles les nourrissent de racines de gingembre. Elles sont réputées pour être sans pitié envers les gens sur lesquels elles lancent leur sort. Et elles sont très dures à identifier, car quand elles ne pratiquent pas la magie noire, elles ressemblent à des personnes normales. Les Tikbalang. Les Tikbalang sont des créatures mi-hommes mi-chevaux. Mais contrairement aux centaures, ils sont constitués différemment. Ils ont la tête et les sabots d'un cheval et le corps d'un homme. Ils sont réputés pour faire d'horribles choses, toutes plus sordides les unes que les autres. D'après la légende, ils sortent la nuit pour trouver des femmes sans défense qu'ils violent, afin qu'elles donnent naissance à leur progéniture. Ils sont aussi connus pour attirer les gens dans les montagnes, pour qu'ils s'y perdent. Ils arrivent à rentrer dans la tête des gens et les faire voir des choses qui n'existent pas, jusqu'à les en rendre fous. Il existe quelques moyens de se défendre. Porter un t-shirt à l'envers, demander la permission de passer, ou encore éviter de faire trop de bruit lorsque vous êtes en montagne pour ne pas vous faire repérer, sont les seuls moyens pour qu'ils vous laissent tranquille. Si vous en croisez un, et que vous avez le courage, certains racontent que vous remarquerez que les Tikbalang ont une crinière faite d'épines extrêmement pointues. Si vous arrivez à vous emparer d'une de ces épines, ce monstre deviendra alors votre serviteur jusqu'à la fin de vos jours. Le mont Banao. Le mont Banao est une montagne sacrée très connue. Mais bizarrement, elle est tout aussi connue par les locaux pour les phénomènes paranormaux qui s'y passent. D'après les rumeurs, beaucoup de randonneurs disparaissent sur ce mont. Et ça, toujours de la même façon. Ils s'aventurent sur la montagne et disparaissent sans laisser aucune trace. Certains racontent que sur la montagne, il y a un endroit où les aliens se posent pour enlever les pauvres randonneurs trop aventureux. Beaucoup de gens affirment en avoir été témoins. D'ailleurs, une personne qui a témoigné raconte qu'elle était avec plusieurs de ses amis et que pendant la nuit, elle a décidé de sortir de la tente parce qu'elle avait trop chaud. Quelques secondes plus tard,
Elle a vu une lumière aveuglante avant de tomber dans les pommes. Après ça, elle s'est réveillée au petit matin sans voir ses amis. Effrayée, elle est descendue de la montagne. Et en arrivant en bas, elle s'est rendue compte qu'elle était sur une toute autre montagne, à des kilomètres du mont Banao. Les Batibats. Les Batibats sont connus pour être des esprits vengeurs. D'après ce qu'on sait sur eux, ils causent des morts subites pendant la nuit, dus à des cauchemars tellement horribles que le cœur de leurs victimes ne résiste pas et lâche. Les Batibats sont particulièrement moches, et ce sont des créatures énormes qui vivent dans les arbres et prennent un malin plaisir à tuer les gens qui essaient de couper l'endroit où ils habitent. Ils peuvent être aussi trouvés dans des trous creusés dans le sol, et ils deviennent particulièrement agressifs quand des personnes osent dormir à côté. Ils sortent alors de leurs trous et s'assiedent sur le torse de leur victime, jusqu'à ce qu'elles perdent leur souffle à cause de leur poids. Le seul moyen de sauver une victime sur laquelle la créature s'est posée, c'est d'appuyer très fort sur l'orteil de la personne endormie. Les Manunangal. Les Manunangal sont des créatures qui ont la faculté de séparer le haut et le bas de leur corps pour s'envoler et s'attaquer à leur proie. Elles cachent avec attention le bas de leur corps pour qu'ils ne soient pas vulnérables avant de partir à la chasse. Ces créatures se nourrissent de fœtus qu'elles récupèrent directement dans le ventre de leur maman. Elles passent leur longue langue dans un trou qu'elles font dans le toit des maisons qu'elles attaquent. Elles agissent uniquement une fois la nuit tombée, car les rayons de soleil leur sont mortels, tant que le haut et le bas de leur corps ne sont pas réunis. Il y a aussi un autre moyen de les tuer. Pour cela, il faut trouver l'endroit où elles ont caché le bas de leur corps, et ensuite, il faut mettre au-dessus de la chair apparente, du sel, des cendres et de l'ail. Vu qu'elles sont aussi vulnérables à ces trois choses, elles n'arriveront pas à reconnecter leur corps à temps avant que le soleil ne se lève, et elles finiront par mourir après une longue agonie, desséchées par les rayons du soleil. Les prêtres sans tête. Cette légende a commencé il y a des centaines d'années dans le pays. Pendant la Révolution philippine et la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de prêtres ont été décapités par des soldats. Comme vous le savez sûrement, les fantômes sont des entités qui sont connues pour exister car ils ont connu une mort violente, ou car ils n'ont pas accompli ce qu'ils voulaient accomplir de leur vivant. D'après la légende, les prêtres qui n'arrivent pas à trouver le repos parcourent les villes en essayant de retrouver leur tête et la rattacher à leur corps pour enfin pouvoir reposer en paix. Ils sont souvent vus en train de fouiller des tombes dans les cimetières à la recherche de leur précieuse tête. Et quand ils la trouvent, ils la gardent en la tenant sous le bras dans l'espoir de trouver un moyen de les rattacher. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que beaucoup d'habitants prétendent que ces prêtres apparaissent devant les êtres humains dans l'espoir qu'ils puissent les aider à remettre leur tête en place. Maria Labo. L'histoire de Maria Labo est connue dans de nombreux endroits des Philippines. D'après la légende, Maria Labo était une mère de famille dévouée et attentionnée, qui voulait offrir à sa famille le meilleur dans la vie. Les conditions de vie étant très compliquées pour beaucoup de familles dans le pays, elle a posé sa candidature pour obtenir un visa de travail au Canada. Peu de temps après sa demande, son dossier a été accepté. Sans attendre, elle a fait tous les arrangements pour pouvoir partir pour ce nouveau pays, qui pour elle, allait changer sa vie pour le mieux. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs tout le contraire. Elle a décroché un travail pour s'occuper des personnes malades et en fin de vie, et au début, elle aimait beaucoup son métier. Mais à un moment, elle a dû s'occuper d'un patient qui était gravement malade et qui était en train de mourir d'une maladie inconnue des différents médecins qui l'avaient ausculté. La santé du patient a continué à se dégrader de plus en plus chaque jour. Le jour de sa mort, il n'y avait que Maria à ses côtés. Et il en a profité pour lui demander de se rapprocher, avant de la mordre violemment. Ce que Maria ne savait pas, c'est que son patient était en fait un vampire, qui venait de lui passer son horrible malédiction. Tout de même choquée par ce qu'elle venait de vivre, Maria a décidé de retourner aux Philippines, où sa soif pour le sang humain n'a fait qu'augmenter jusqu'à devenir insupportable. Elle n'arrivait plus à se contrôler, et elle a fini par tuer ses 2 enfants et les manger. Après ça, complètement hors de contrôle, elle a continué son festin meurtrier. Son mari, qui était parti travailler plusieurs mois après le retour de Maria du Canada, est revenu et a découvert ce qu'elle avait fait à ses fils. Fou de rage, il est parti à sa recherche et l'a retrouvée, mais il n'a pas réussi à la tuer. Cependant, il a réussi à lui donner un gros coup de couteau au visage. Elle s'est enfuie, et depuis, les locaux racontent qu'elle erre pour trouver ses prochaines proies. Le voyage en jeepney. Un soir, alors qu'il était tard, une jeune fille a pris un jeepney. Les jeepneys sont des sortes de petits bus très utilisés aux Philippines. Elle s'est installée dedans et a très vite remarqué que le chauffeur n'arrêtait pas de regarder dans le rétroviseur. Mais ça ne l'a pas inquiétée plus que ça. Quelques minutes après, elle s'est rendue compte qu'elle ne reconnaissait pas la route que le chauffeur avait prise. Elle a commencé à avoir très peur car elle était seule avec lui. Et le pire,
c'est qu'elle avait encore plus peur de lui demander de la laisser descendre, vu qu'il avait emprunté des petites routes désertes. Par miracle, la jeune fille a remarqué qu'après plusieurs minutes, le chauffeur a fini par les ramener sur la bonne route. Et elle s'est sentie bête en pensant qu'il devait avoir une déviation dont elle n'était pas au courant. Une fois arrivée à son arrêt, elle s'apprêtait à descendre quand le chauffeur du bus s'est retourné vers elle et lui a dit qu'il était désolé de lui avoir fait peur et que la raison pour laquelle il n'arrêtait pas de la regarder à travers le rétroviseur, c'est qu'en regardant dans le miroir, il la voyait comme si sa tête avait été arrachée de son corps. Il a continué en demandant à la fille de rentrer chez elle rapidement et de brûler immédiatement ses vêtements, car il pensait qu'un mauvais esprit s'était accroché à elle. Vu l'état dans lequel le chauffeur était en lui racontant tout ça, elle l'a cru, et elle a brûlé ses vêtements directement après être rentrée à la maison. Quelques jours plus tard, elle a reconnu la photo du chauffeur dans le journal. Il était mort un jour après dans un accident, et il avait eu la tête coupée sous le coup du choc. Apparemment, ce qu'il avait vu n'était pas un esprit qui s'était accroché à la jeune fille, mais un avertissement sur sa propre mort. L'ascenseur de l'hôpital. D'après cette légende racontée un peu partout aux Philippines, un médecin qui travaillait dans un petit hôpital était resté travailler tard le soir. Après avoir fini son travail, il a rangé ses affaires et a parcouru le long couloir sombre qui le ramenait jusqu'à l'ascenseur. Une fois l'ascenseur arrivé, il a constaté qu'à l'intérieur il y avait une patiente. Il s'est dit qu'elle avait dû vouloir se dégourdir les jambes, alors il est monté dans l'ascenseur et il lui a dit bonjour tout en appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Alors que la porte allait se refermer, un petit garçon avec la peau pâle et les yeux tout blancs a commencé à courir vers l'ascenseur. Au lieu de retenir les portes, le docteur a appuyé sur les boutons pour qu'elles se referment plus vite. Et il a réussi alors que le garçon n'était plus qu'à quelques centimètres de réussir à se faufiler à l'intérieur. La patiente qui était avec lui a alors demandé pourquoi il avait refermé les portes sans laisser rentrer le garçon. Le docteur, le regard effrayé, lui a répondu qu'il allait retenir la porte pour le petit garçon quand il a remarqué un détail qui lui a fait changer d'avis. Le garçon portait au poignet un bracelet d'hôpital rouge. Et les bracelets rouges étaient uniquement accrochés au poignet des cadavres qu'on conservait dans la morgue. La patiente s'est alors mise à regarder vers le sol comme si elle était choquée, mais son expression a soudainement changé, et un sourire s'est affiché sur son visage, alors qu'elle relevait le bras pour laisser apparaître à son tour un bracelet rouge, en disant « Vous voulez dire un bracelet comme le mien ?»